contre les Anglais. Vous voyez comment Gandhi, qui était hindou, etc., a célébré la mémoire d'Akbar, et la Ligue musulmane de Jinnah a refusé de célébrer la mémoire d'Akbar, parce qu'il n'avait pas été uniquement pour l'islam. Donc c'est montré que Akbar était progressiste. Hein. Et donc, comme Asoka, l'empereur converti au bouddhisme, qui avait pacifié son empire, Akbar a offert une chance à l'Inde. C'est le XVIIe siècle, mais elle a été trahie par ses successeurs. Voilà. Aurangzeb en particulier. Il était dans l'esprit de la Renaissance. Après Akbar, donc, et les grands Mongols, il y a eu le déclin des Mongols, correspondant à l'arrivée des Occidentaux en Inde. Et c'était les Occidentaux qui avaient été le plus loin face à l'océan Atlantique, qui ont traversé l'océan Atlantique, portugais, français, espagnols, anglais, hollandais, c'est eux qui ont traversé l'Atlantique, et qui aussi sont revenus aussi vers les sources des peuples indo-européens. Les Portugais d'abord au XVe siècle, les Hollandais, les Français, les Anglais, tout ça c'est comme si tu avais fait un retour aux sources. Hein. Et là donc, ça a été très très fort, cette rencontre de l'Inde et de l'Angleterre, hein, très très dure, de la part d'écrivains anglais, même de vice-rois des Indes. Hein. Les Anglais eux-mêmes disaient de même, il y a des écrivains anglais qui ont dit beaucoup d'Occidentaux traitent les indigènes entre guillemets avec dureté, mais aucun avec autant de mépris et de suspicion que nous les Anglais nous le faisons. Hein. Alors c'est vrai que cette conquête a été terrible. En quoi c'est un message pour nous? Parce qu'en fait il y avait une compagnie commerciale, la Compagnie des Indes orientales, créée en 1600, qui avait une liberté et une armée et des finances absolues en Inde. C'est-à-dire qu'en fait on avait une multinationale avec la possibilité de faire la guerre comme il voulait. Voilà. Et ça c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui quand on voit les guerres qui se passent partout dans le monde, comment on fait tomber le gouvernement, les guerres, etc. C'est toujours pareil, c'est juste des compagnies commerciales sous couvert d'un gouvernement et sous couvert d'apporter le progrès. Voilà. D'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais disaient aux Indiens, mais vous devez vous battre parce que nous, les Anglais, les Français, nous combattons le fascisme, la barbarie, tout ça. Et Néo leur disait, mais vous vous occupez depuis 3 siècles un continent entier, vous n'avez réduit l'esclavage, vous avez coupé les pouces de centaines de milliers de tisserands pour pas qu'on concurrencie vos tisseries de Manchester. Les os blanchis de tisserands couvraient les plaines de l'Inde, de la vie même du vice-roi des Indes. Et aujourd'hui, voilà, vous faites mourir des millions d'Indiens pour nourrir vos armées, et vous voulez que nous combattions pour vous, parce que vous dites la démocratie en lutte contre le fascisme. Voilà. Donc ça, c'est aussi comment l'Inde nous apprend à connaître l'histoire de l'Occident, en particulier de l'Angleterre et des États-Unis. Enfin, les États-Unis étaient proches de l'Inde, au contraire, ils s'entendaient bien. Donc là, je ne peux pas parler des États-Unis, de l'Angleterre ou d'autres peuples. Et connaître l'histoire de l'Inde, racontée par les vaincus. On sait que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Donc c'est pas du Rudyard Kipling, c'est pas du voilà, c'est pas les films d'Hollywood. Voilà ce qui s'est passé en Inde. Et donc ça nous apprend beaucoup de choses. Sur le libéralisme, la façon dont les Anglais interdisaient à tout Indien l'accès au savoir. Hein. Ils n'avaient pas le droit à la moindre presse à imprimer, etc. C'était clandestin. Bon. Mais peu à peu, finalement, quelques occidentaux anglais complices ont apporté la connaissance et les Indiens formés dans les écoles anglaises ont fini par mener à bien leur indépendance. La dernière étape, donc, de l'unification de l'Inde, c'est l'Inde de Nehru et Gandhi. Finalement, on s'aperçoit que l'Inde a d'abord été unifiée par un bouddhiste, Asoka, puis par un musulman, Akbar, et puis enfin par un hindou, qui disait « Toutes les religions du monde sont belles », puisqu'il avait dans sa besace toujours la Bible, le Coran et la Bhagavad Gita, mais moi je suis amoureux de la mienne, comme il parlait des femmes. Et le dernier stade de l'indépendance indienne nous livre encore un enseignement très très profond et très très dur. C'est la façon dont s'est passée la partition de l'Inde. Et en fait, ça, je l'ai appris encore récemment, hein, comme quoi c'est dit dans quasiment aucun livre d'histoire, y compris les livres universitaires, mais vous trouverez dans ce livre. Il y a un film qui est sorti il y a un an qui s'appelait Le dernier vice-roi des Indes.
basé sur des recherches en histoire, d'historiens indiens et puis d'anglais qui ont aussi parlé, d'anciens officiers de l'armée des Indes. Et en fait, vous savez que la Ligue musulmane a été créée en 1906 par les musulmans indiens qui voyaient monter le Parti du Congrès, qui réunissait pas que des hindous, il y avait de tout dans le Parti du Congrès. D'ailleurs, il y avait des chefs du Parti du Congrès qui étaient musulmans eux-mêmes ou autres. Et donc, ils ont créé la Ligue musulmane, encouragée par les Anglais. Et un des créateurs de la Ligue musulmane et du mouvement séparatiste, ça a été l'Aga Khan, le chef spirituel des Ismaéliens. Et avec Jinnah, donc, la création de la Ligue musulmane, une de ses prémices, c'était le loyalisme envers les Anglais, la loyauté envers les Anglais. Et Nehru, dans un livre extraordinaire qui s'appelle la découverte de l'Inde, je vous conseille vraiment ce livre fabuleux, il a écrit en prison, avec 11 de ses compagnons qui savaient tout par cœur, et donc il a écrit, il était emprisonné au fort d'Ahmed Dagar, c'est un livre magnifique, l'invasion de l'Inde. Nehru, sans aucune haine, avec beaucoup de dignité, il montre comment en fait il était impossible de savoir à quel jeu jouait Jinnah. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jinnah, qui avait passé 7 ans en Angleterre, qu'on a soupçonné d'être un agent anglais, mais en tout cas les faits parlent, les élites musulmanes, je ne parle pas du peuple, les élites musulmanes, les élites religieuses, et les grands propriétaires terriens musulmans, en fait, ont négocié avec les Anglais la partition de l'Inde pour créer un État uniquement pour les musulmans, le Pakistan, qui a servi d'État tampon par rapport à l'Union soviétique, qui menaçait les puits de pétrole de l'Iran. En même temps, on a créé le Bangladesh. Et c'était une façon pour les Anglais de garder un pied proche de l'Inde, de se venger finalement du fait qu'ils ont été mis dehors après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'ils étaient fortement affaiblis. Au passage, Churchill n'aurait jamais donné l'indépendance à l'Inde. Churchill, c'est quelqu'un qui a fait des déclarations qui terribles, qui disait qu'il n'y avait aucun problème à utiliser les gaz de combat contre des tribus non civilisées. Donc Churchill, selon beaucoup de sources écrites, etc., avait fait un plan de la partition en Inde déjà dans les années 40 et même avant, prévu, pour séparer et donc pour donner aux élites musulmanes et les propriétaires terriens un territoire. Et donc le Pakistan a directement été créé comme un État féodal bâti autour de 100 familles, des immenses propriétaires terriens, avec un régime rétrograde, voilà, avec derrière 14 millions de déplacés, des massacres, des millions de morts, beaucoup de disparus et le drame de la partition. Et pareil du côté du Bangladesh, puisque des millions de personnes passaient sur les Sikhs, les musulmans et les hindous, d'un territoire à majorité musulmane ou majorité hindoue, et se croisaient, et pour un oui ou pour un non, ça partait, et des dettes.